Bienvenue dans le débat de France 24. Quel rôle a joué la France dans le génocide au Rwanda ? C'était il y a 23 ans, en 1994. Paris ordonne alors l'envoi d'une force militaire baptisée Turquoise. Objectif déclaré, mettre fin aux violences et empêcher un génocide. Lorsqu'un mois plus tard, Kigali tombe aux mains du FPR, le Front patriotique rwandais, le bilan s'élève à 800 000 morts. Dans le collimateur aujourd'hui, BNP Paribas, la banque française, ainsi que plusieurs dirigeants de l'époque, visés à différents degrés par des actions en justice. Elles concernent des livraisons d'armes aux génocidaires rwandais. Explication. BNP Paribas, accusé d'avoir financé un achat d'armes ayant servi au génocide rwandais. D'après plusieurs associations, la Banque française aurait autorisé 2 transferts de fonds au gouvernement Hutu en juin 1994, 2 mois après le début du génocide des Tutsis, et alors que l'ONU avait décrété un embargo sur la livraison d'armes au Rwanda. Ces accusations interviennent au lendemain d'autres révélations sur le rôle qu'aurait joué la France il y a 23 ans. La revue 21 affirme qu'en avril 2015, des hauts fonctionnaires français ont eu accès à des archives déclassifiées, très compromettantes pour l'exécutif de l'époque. L'un de ces hauts fonctionnaires va raconter dans un cercle privé, va se confier et va raconter sa stupéfaction lorsqu'il tombe sur un document qui indique que ordre a été donné de livrer des armes à ceux qui ont commis le génocide pendant l'opération Turquoise qui démarre 3 mois après le début du génocide et qui implique 2500 soldats français. 25 dossiers liés au génocide sont actuellement instruits en France par un pôle de magistrats spécialisés dans les crimes contre l'humanité. Ce pôle a été créé face à l'accumulation de plaintes concernant le génocide rwandais, dont plusieurs auteurs ont trouvé refuge dans l'Hexagone. Et on en parle avec, à mes côtés, Marie-Laure Ghislain. Bonjour, vous êtes responsable du contentieux de l'association Sherpa, qui est partie civile dans la plainte contre BNP Paribas, aux côtés d'Ibuka France et du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Maria Malagardis, vous êtes journaliste Afrique à Libération. Également avec nous aujourd'hui François Graner, porte-parole de l'association Survie sur le Rwanda. Je rappelle qu'en ce qui concerne Survie, eh bien, elle est à l'origine d'une plainte contre X qui vise des responsables, des dirigeants français pour ce qui est cette fois effectivement de la même manière que pour BNP Paribas, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, mais là il s'agit de dirigeants politiques et militaires de l'époque. Et puis enfin également avec nous Charles Onana, vous êtes journaliste d'enquête et essayiste. Je montre le titre de votre ouvrage, La France dans la terreur rwandaise, c'est paru aux éditions du Boiris en 2014. Et puis vous François Graner, eh bien c'est le sabre et la machette, officier français et génocide Tutsi, paru aux éditions Tribord en 2014. Merci à vous 4 d'être avec nous. Marie-Laure Ghislain, vous accusez aujourd'hui votre association accuse BNP Paribas de complicité de génocide. Pourtant, la banque avait-elle, d'après vous, l'intention, en autorisant ce transfert d'argent, de se rendre complice du génocide ? Alors, il faut bien noter qu'en matière de complicité de génocide, l'élément moral, donc l'intention, n'est pas de participer au génocide, mais il suffit de savoir que l'acte allait contribuer au génocide pour se rendre complice de génocide. Donc ça, c'est la jurisprudence des différentes cours qui le rappellent. Du procès Papon notamment. Tout à fait, et aussi le tribunal international du Rwanda qui le rappelle effectivement aussi. Et donc en l'occurrence, il est difficile de croire que BNP, en autorisant un transfert de la Banque nationale du Rwanda, qui est quand même la banque centrale publique du gouvernement rwandais de l'époque, à hauteur d'1,3 million de dollars, donc une somme quand même très très importante, sur un compte suisse, compte de ce monsieur Ehlers, un courtier d'armes sud-africain, en plein génocide, donc les 14 et 16 juin 1994, et alors même que l'embargo de l'ONU a été adopté 1 mois plus tôt, il est très difficile de croire que la banque ne savait pas que ces fonds allaient servir à l'achat de ces 80 tonnes d'armes aux Seychelles. Ces armes étaient destinées initialement aux forces armées zaïroises. Elles vont d'ailleurs arriver dans un premier temps à Goma, dans l'ex-Zaïre, avant de passer la frontière pour aller de l'autre côté, côté rwandais, à Gisenyi. On peut, du côté de BNP Paribas, plaider l'ignorance de la destination finale de ces armes ?
Un communiqué de l'ambassade des États-Unis des Seychelles le 24 juin, donc très peu de temps après la deuxième livraison d'armes, interpelle les Seychelles en leur disant « Mais comment avez-vous pu penser réellement que les armes étaient destinées au Zaïre, alors que dans la délégation des 4 hommes qui achetaient les armes, il y avait 2 Rwandais, notamment le colonel Hutu Bagosora, depuis reconnu coupable de génocide par le tribunal international du Rwanda. » Donc il est difficile de croire qu'une banque professionnelle qui avait des obligations à l'époque de se renseigner sur la destination des fonds, sur les destinataires des fonds, n'ait pas su que ces armes allaient être à destination du Rwanda, surtout donc encore une fois au vu de l'ordre de virement provenant de la Banque nationale du Rwanda, alors même que d'autres personnes comme l'ambassade des États-Unis ou même la presse ont révélé donc le grand risque de destination finale des armes très peu de temps après les livraisons. Maria Malagardis, de ce qu'on sait, BNP Paribas était un cas unique dans ce genre. Est-ce que d'autres banques avaient envisagé de livrer des armes ou l'ont fait, enfin non pas de livrer des armes, mais de financer des contrats de livraison d'armes? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que cette histoire des Seychelles et de BNP, elle n'est pas nouvelle, elle n'apparaît pas aujourd'hui. En réalité, effectivement, il y a eu la réaction de l'ambassade des États-Unis aux Seychelles. Il y a eu aussi une commission d'enquête qui avait été mise en place par l'ONU suite à une enquête de Human Rights Watch. Et cette commission d'enquête qui rend son rapport final en 98 mentionne déjà les versements de la BNP. Donc on savait depuis des années que cette histoire existait. Alors quel est le fait nouveau ? Le fait nouveau, c'est qu'il y a une plainte, oui, en réalité. Mais les accusations existent depuis pas mal d'années. En ce qui concerne les banques, c'est difficile d'être aujourd'hui exhaustif. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que cette affaire de la BNP s'est trouvée évoquée lors d'autres procès. Notamment du procès du directeur de la banque commerciale du Rwanda à Bruxelles. Oui, la banque Bruxelles-Lambert, d'ailleurs, elle-même, un temps sollicitée pour débloquer des fonds, a décidé, contrairement à BNP Paribas, elle, de ne pas procéder. De ne pas le faire. Et justement, lors de ce procès à Bruxelles, il y a des employés de banque rwandaises qui ont dit, un employé de la banque rwandaise qui a expliqué, c'est une autre banque, mais qui malgré tout a expliqué que toutes les démarches du gouvernement de l'époque pour approcher des banques étrangères avaient échoué, à l'exception de la BNP. Charles Onana, vous n'avez pas forcément la même lecture sur cette période que ceux qui aujourd'hui accusent l'État français. Pour vous, il y a une complicité évidente des autorités rwandaises actuelles, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, sur le rôle des banques. Quel est, d'après vous, le rôle qu'ont pu jouer des banques comme BNP Paribas et derrière l'État français ? Vous savez, ce qui est très difficile dans ce dossier, c'est que comme il y a beaucoup d'émotions et beaucoup du fait du nombre de victimes, etc., il est très difficile d'avoir un débat serein et précis dans ce dossier. Vous contestez, vous, la notion de génocide ? Mais écoutez, je corrige d'abord ce qu'a dit la juriste tout à l'heure. Bagosora n'a jamais été coupable de génocide. Relisez le procès Bagosora, relisez le jugement de Bagosora. Il n'est pas condamné à 35 années de prison. Oui, voilà. Donc, ce qui se passe, des gens qui n'ont pas la même position que moi, et on arrive tous à la conclusion après. Mais il a été condamné. Là, vous venez de dire le tribunal pénal international n'a jamais démontré qu'il y a eu planification de génocide. C'est-à-dire qu'on a un génocide sans cerveau. Tout le monde a dit, la presse, tout le monde dit, Bagosora est le cerveau. Vous contestez la légitimité du jugement rendu par le tribunal pénal international. Non, mais écoutez, j'ai rencontré Mme Carla Del Ponte en 2005. Elle m'a fait énormément de révélations. Elle voulait, par exemple, poursuivre, parce que le mandat qui a été confié à cette juridiction, il faut que les gens comprennent. Le mandat a été, on a demandé au tribunal pénal international de poursuivre tous les crimes qui ont été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre. 2 aspects ont disparu du travail du tribunal. Le premier aspect, c'est l'enquête sur l'attentat. C'est-à-dire que c'est la France qui se retrouve aujourd'hui... L'avion du président Juvénal Habyarimana qui a été détruit. L'avion sur la parce que les procureurs antérieurs ont dit que l'attentat du 6 avril ne relevait pas de la compétence du TPR, ce qui est totalement faux. La deuxième chose, c'est que Carla Del Ponte m'a confié en 2005, dans son bureau à La Haye, que Paul Kagame avait interdit qu'elle puisse investiguer sur les crimes qui ont été commis
par le FPR. Quand il y a une guerre comme celle qui s'est déroulée en 1994, vous avez deux camps. Donc, il y a un camp qui commet des crimes et nécessairement l'autre qui commet des crimes. Oui, alors on a bien compris. Et la France était dans... La France était dans quel camp? Mais je vais répondre. Alors, oui, non, et les banques françaises. Non, mais écoutez, soyez polis. Je ne vous écoute. Charles Nana, on donc calmez-vous. On vous écoute, mais le temps de parole est forcément limité pour chacun. Donc le temps de parole sur les banques. Bon, ça fait plusieurs années, comme elle dit, qu'il y a eu des révélations. Donc là, il n'y a pas de révélation. La question fondamentale est de savoir pourquoi maintenant. Pourquoi, alors que ces informations sont disponibles sur les sites, etc. Et que la principale source qui a soulevé cette question, c'est Human Rights Watch. Et je rappelle que Human Rights Watch a donné des tas de fausses informations, notamment sur l'implication du gouvernement intérimaire dans le génocide, etc. Et puis d'autres informations. Donc vous mettez en doute l'achat d'armes. Il y a par exemple le Crédit Lyonnais, qui était impliqué également qui était la banque du pouvoir Hutu. Voilà. Mais pourquoi il n'y a pas de plainte contre le Crédit Lyonnais? Poursuivez le Crédit Lyonnais, puisque vous poursuivez qu'un camp, que le camp Hutu. Donc tout ce qui concerne les Hutus, on doit poursuivre. Poursuivez le Crédit Lyonnais. Poursuivez par exemple l'Afrique du Sud, qui était impliquée. Poursuivez également Israël qui a livré des armes également aux Hutus, mais poursuivez tous ces gens. Pourquoi seulement la France? François Graner, peut-être répondre à ce qui vient d'être dit à l'instant par Charles Nana. Et puis, j'aurais peut-être une autre question pour vous, celle concernant BNP Paribas. La banque a-t-elle agi de son propre chef? C'était une banque récemment privatisée à l'époque. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ait pris ce type de décision sans en référer au pouvoir politique? Alors d'abord, je vais répondre très brièvement à Monsieur Nana en le remerciant beaucoup. C'est grâce à vous que je suis là, et à vous et à des gens comme vous, c'est-à-dire tous les gens qui, depuis que l'armée française, en février 1993, a décidé, par son service d'information, de lancer une manœuvre médiatique et des opérations de confusion dans l'esprit des gens. Depuis, on a des théories comme les vôtres, des gens qui dévient à chaque fois qu'on pose des questions, qui vont toujours essayer d'embrouiller les questions. Et donc, grâce à des gens comme vous, moi, je suis très honoré d'avoir que vous déplacez de chez vous pour moi. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'un Français qui ne connaît rien, qui peut, juste en regardant les documents publics, apprendre sur ce qui s'est passé et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est pas ce qu'a dit Charles Nana, qui par ailleurs, je pense, est plutôt d'accord avec ce que dit Pierre Péan, qui est aussi un Français qui a priori ne connaissait pas. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule catégorie de Français qui ont un seul point de vue. On vous écoute, juste pour répondre à la question. C'est à force François Graner à essayer de me rendre compte, en regardant uniquement des documents qui étaient fiables, publics, que tout le monde peut vérifier, et en particulier les documents de sources militaires, donc que les militaires eux-mêmes ne démentent pas, que j'ai pu travailler là-dessus, et je me suis retrouvé en bon accord avec l'association Survie, que j'ai rejoint depuis, et qui est cette association qui travaille sur la relation de la France avec différentes dictatures, différents régimes durs africains, et qui a fait, dans cette optique-là, un soutien à un régime dur, quelles qu'en soient les conséquences. Et donc, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. L'État français a-t-il donné son feu vert à BNP Paribas pour débloquer les fonds qui ont permis à l'achat d'armes et à la fourniture ensuite de ces armes aux génocidaires rwandais? Alors, le soutien de la France est multiforme. Il est financier, il est politique, il est militaire, il est médiatique. L'association Survie a déposé une plainte aujourd'hui, avec constitution de partie civile, contre X, pour qu'il complète ce qu'a déposé l'association Sherpa sur le volet financier. Là, c'est pour demander aux juges de faire toute la lumière sur les responsabilités politiques et militaires qui sont très certainement liées effectivement au soutien financier qu'on constate, parce que j'imagine effectivement qu'il puisse y avoir un lien, mais c'est au juge d'étudier sans préjugés, objectivement, avec les documents dont on peut disposer, quelles sont effectivement les racines politiques, diplomatiques et militaires qui sont liées à ce que l'association Sherpa a mis en valeur. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Et je crois que c'est très important de rappeler aux téléspectateurs qui peut-être ne comprennent pas très bien la coïncidence qu'il y a eu à un dépôt de plainte simultané de nos deux plaintes, mais qui n'ont pas du tout été faits de façon volontaire et qui sont tout à fait distinctes. C'est-à-dire qu'on a une plainte contre l'État et des militaires, et nous, le rôle de Sherpa, et ce que cette plainte contre BNP rappelle, c'est que souvent on oublie le rôle dans cette histoire, mais aussi dans beaucoup de violations de droits humains, le rôle des acteurs économiques
privée, et là, en l'occurrence, d'une banque, d'un investisseur. Et donc, Il y a eu d'autres... Donc il faut bien distinguer les deux plaintes. Il y a eu d'autres institutions françaises qui auraient pu prêter main forte aux génocidaires, d'après vous? Alors, c'est ce que nous disait monsieur, mais en fait, on ne va pas ne pas porter plainte contre un acteur en se disant qu'il y en a plein d'autres contre qui on pourrait porter plainte. Y compris pour défendre, pardonnez-moi, leurs intérêts propres, un peu à la manière de ce qu'on reproche aujourd'hui à Lafarge, le cimentier en Syrie, pour avoir protégé en fait certaines de ces cimenteries, d'avoir négocié avec des groupes djihadistes sur place. Tout à fait. Alors, je suis aussi à l'origine de la plainte Sherpa, à l'origine de la plainte Lafarge, et quand on nous posait la question, mais pourquoi ne pas avoir attaqué d'autres entreprises françaises en Syrie, on leur répondait, mais on n'est pas là pour faire des plaintes en série. Nous sommes des avocats, des juristes de formation. Il faut avoir des éléments probants, des éléments très sérieux pour porter plainte. Donc, si aujourd'hui on nous apporte tous les éléments pour faire une plainte contre le Crédit Lyonnais, eh bien, nous pourrions peut-être la faire. Il faut aussi caractériser l'infraction, ce qui est très compliqué, et puis avoir la compétence des juridictions françaises. Maria Malagardis, on a effectivement beaucoup, depuis une vingtaine d'années maintenant, accusé la France. Il y a aussi des entreprises qui ont pu agir, parfois indépendamment même du pouvoir, pour préserver leurs intérêts propres au Rwanda. Des entreprises françaises comme de bâtiments? Non, je ne pense pas. On est dans un autre contexte. Dans ce qui s'est passé au Rwanda, c'est pas comme en Syrie. Je ne pense pas qu'il y avait des entreprises de bâtiments. On est quand même dans une situation assez particulière. Et c'est pour ça qu'un génocide est justement à une singularité que n'ont pas d'autres conflits. Donc, et pour vous, derrière BNP Paribas, il y a le gouvernement français de l'époque, où il y a une distinction quand très on est claire? sérieux, on peut pas accuser comme ça. J'en sais rien. Je n'ai aucun élément qui permette de le démontrer. C'est évident qu'on peut se poser des questions. Est-ce que effectivement la BNP aurait pu prendre une décision pareille toute seule? Honnêtement, je n'ai pas à ce jour d'éléments et je me garderais bien de lancer des accusations à la légère. Ce qu'on peut en revanche souligner, c'est que pendant toute la période du génocide, et même assez vite, il y a eu des contacts entre des hauts gradés militaires rwandais et des officiels français. On sait par les rapports de mission qu'ont fait certains d'entre eux que la livraison d'armement et même d'hommes a été évoquée. Donc tout ça fait effectivement un nœud complexe de relations troubles dont évidemment il reste beaucoup à découvrir. Et on va en reparler dans un instant pour la deuxième partie de notre débat. Restez avec nous.